Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième émission dont je dis tout, où nous avions précédemment parlé de parrainage en vue de l'élection présidentielle et aujourd'hui nous allons parler d'un tout autre sujet, nous allons parler écologie. En effet, à l'heure où le monde est préoccupé de façon très légitime par la guerre en Ukraine, une autre menace qui n'est plus invisible malheureusement progresse dangereusement et c'est celle du réchauffement climatique. Alors pour nous apporter toute l'expertise dont nous aurons besoin, comme d'habitude, un membre de l'équipe dont je dis tout. Et ce membre, c'est une membre, et c'est Hélène Martineau. Hélène, bonjour. Bonjour Mathéo, bonjour Jackie. Bonjour. Et oui, puisque vous l'avez entendu, notre invité c'est Jackie Karpouzopoulos. Il va nous permettre de faire le lien entre les actions globales et les actions locales que l'on peut mener en faveur de l'environnement. Vous êtes président de la coordination mammalogique du nord de la France. Bonjour Jackie. Bonjour, oui c'est bien ça. On anime 3 grands groupes, un groupe chauve-souris, un groupe mammifères marins et un autre groupe mammifères en général. Et on va en parler justement de toutes les actions que vous menez. Et justement, pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre de quoi on parle, je vais me tourner vers toi. Hélène, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste la CMNF dont notre invité est le président ? Ouais, alors du coup la CMNF, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais j'ai des bêtises, mais donc c'est bien la coordination mammalogique du nord de la France. Donc mammalogie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sous-branche de la zoologie, donc qui se consacre à l'étude des mammifères. Donc là, en ce qui concerne la CMNF, c'est une organisation locale, une association de protection de la nature au service des mammifères sauvages du Nord. Donc elle est créée en 1993 et toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre site internet. On mettra les liens sur les réseaux sociaux pour les auditeurs. Oui, tout à fait. Si ça vous intéresse de voir un petit peu justement ce que fait la CMNF au quotidien, vous pourrez retrouver le lien de leur site internet sur nos réseaux sociaux. Alors justement, Hélène, il me semble que dans le nord de la France, le maître mot est la solidarité entre associations. Exactement, parce que du coup, la CMNF, qui est une association, fait elle-même partie de la MRES, une deuxième association. Donc la MRES, c'est la Maison régionale de l'environnement et des solidarités. Elle est créée en 1978 avec comme objectif au départ de réunir dans un même lieu toutes les associations lilloises concernées par les questions d'écologie. Ensuite, il y a eu des associations plus sur le secteur social. Donc il y a une centaine d'adhérents dont fait partie la CMNF. Qui interviennent dans des domaines différents, donc que ce soit la nature, l'environnement ou plus généralement les droits de l'homme, avec notamment la branche locale d'Amnesty International et d'autres associations comme le Cercle national du recyclage. Ouais, merci pour toutes ces précisions. Alors maintenant que les présentations sont faites, Jackie, expliquez-nous, vous maintenant, quelles actions vous menez avec la CMNF et dans quel but ? Alors le premier but, c'est de la préservation. On s'est rendu compte que les animaux disparaissaient un petit peu dans l'indifférence la plus totale. Donc on a commencé par se regrouper, comme vous l'avez précisé, par spécialistes, par spécialisation. Donc on va sur le terrain, on fait de la prospection. On évalue les besoins des animaux, on propose des aménagements, on propose d'intervenir sur des bâtis quand c'est des chauves-souris ou sur des aménagements quand c'est de la faune marine. On fait de la sensibilisation du public pour la simple bonne raison, c'est que la quasi-totalité des gens méconnaissent un petit peu et font des choses qui sont répréhensibles, mais par ignorance. Donc on renseigne les gens, on fait des propositions d'aménagement et on fait les aménagements où vous avez parlé de solidarité tout à l'heure. On fait intervenir d'autres associations de réinsertion pour faire les travaux. Évidemment, on va suivre les travaux et de ça, on va quand même continuer à voir l'évolution. On va faire des rapports, on va rentrer dans des réunions qui vont nous permettre d'expliquer tout ça. Et en même temps, on fait de la sensibilisation grand public ou, là, ce qui est le cas ce soir, journaliste, parce que protéger sans éduquer, ça sert à rien. Et on a
de gros programmes sur des interventions, parce que les animaux, malheureusement, ils sont victimes de pas mal de choses. Et pour les vivants, évidemment, on récupère les animaux et on les amène sur des centres de soins et on va les soigner et les remettre dans la nature, puisqu'il n'est pas question de les garder en captivité. Ou lorsqu'ils sont morts, on va intervenir, mais là on va faire des prélèvements, on va connaître la cause de la mort, parce que ce qui est important, c'est de continuer à avoir de la connaissance. Alors, est-ce que votre attention, elle est portée sur certaines espèces en particulier ? Alors oui, on a mis énormément le doigt sur les chauves-souris, parce que c'est un insectivore formidable, et il faut revenir 30 ans en arrière, les gens en avaient peur. La légende voulait que toutes les chevelures féminines avaient des chauves-souris dedans, que ça mordait le pied des vaches. Enfin bref, on a lu beaucoup de choses. Malheureusement, on a quand même constaté que sur des murs de grange, enfin sur les portes de murs de grange, on se retrouvait avec des chauves-souris punaisées. Enfin bref, on est intervenu très très rapidement. Parce que voilà, c'était une espèce qui était en train de purement et simplement disparaître. On s'est rendu compte aussi que l'utilisation de certains produits sur du bois avait pour conséquence de raréfier leur nourriture. Donc voilà, on a commencé par ce grand groupe-là, et un jour on a vu un phoque blessé, hein, on est intervenu. On s'est bien fait mordre quand même au tout début, et puis au fur et à mesure du temps, on a voulu en savoir beaucoup plus, et ça nous a amené à rencontrer des spécialistes européens qui avaient un peu d'avance sur la France, et on a créé ce groupe, et qui nous ont largement bien aidés. Et maintenant, voilà, on se débrouille plutôt pas mal. Et vous parliez justement des chauves-souris. Est-ce que c'est important justement d'informer la population pour qu'elle en ait plus peur, ou en tout cas qu'elle les protège davantage ? C'est le but de beaucoup de choses, hein. C'est d'informer en fait. C'est de donner de l'information, pas forcément scientifique, mais au moins sensibiliser les gens de la beauté qui nous entoure. Sans faire de parallèle rapide, mais la biodiversité, quand elle n'existe plus ou elle est extrêmement dégradée, vous avez plein de virus qui s'y développent. Et on ne va pas parler de la Covid, mais il y a déjà des premiers liens avec la disparition de certaines choses. Donc on a tout intérêt à d'abord éduquer et ensuite protéger, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin peut-être de développer autant de produits phytosanitaires et de produits de destruction. Il y a des animaux qui vont nous servir à moindre coût, si peu qu'on fasse le nécessaire pour les protéger, et puis en même temps redonner des territoires qui étaient les leurs. Et d'où votre présence d'ailleurs avec nous aujourd'hui, pour justement sensibiliser le public qui nous regarde et pour qu'ils comprennent un petit peu comment on peut faire aussi pour protéger ces animaux. Alors ça ne vous a pas échappé, nous sommes en pleine campagne présidentielle, à l'heure où on tourne cette émission en tout cas. Et justement, selon les derniers sondages, l'écologie préoccupe. Sud-Ouest annonce le chiffre de 80% de la population qui s'en inquiète, mais rappelle que 55% de cette même population pense que les questions sociales et économiques doivent passer au premier plan par rapport à l'écologie, qui doit être reléguée au second, voire au troisième plan. C'est un sondage Ipsos Sopra Steria. Alors justement, Hélène, Ange dit tout a mené une petite enquête un petit peu dans les rues. Oui, on est allé dans les rues de Lille pour rencontrer un peu la population lilloise et savoir un petit peu ce qu'elle pensait des questions de l'écologie. Et globalement, on peut se dire que les passants n'étaient pas indifférents, en tout cas qu'ils étaient assez concernés par ces questions. Alors justement, on vous propose tout de suite de voir ça. C'est un micro-trottoir signé l'équipe dont je dis tout. La responsabilité de l'homme vis-à-vis de la nature, ne pas abuser ou d'essayer de faire de mieux pour le préserver, qui est la base pour nous. Alors, pour moi, écologie, ça serait du coup tout ce qui est bien-être au niveau de la nature, etc. Je sais pas pourquoi c'est OGM. Nature, réchauffement climatique, avenir, futur. Le tri, on ne peut
pas 200 mètres en voiture, ou même un peu plus, quoi. Se déplacer à pied ou en vélo, bon, c'est un petit geste. Et on essaie de participer à notre façon, à notre petite échelle, à protéger un peu la planète. J'essaie d'aller vers une diminution de déchets ménagers et bien sûr je ne jette rien sur la plage et c'est quelque chose de très important. Non, enfin des gestes du genre ramasser, etc., faire un tour pour ramasser, non. Mais c'est surtout des gestes au niveau de ma maison, avec les poubelles par exemple, le tri, etc. Et puis sinon, tous les jours, non, je dirais pas quotidien. Le tri, par exemple, mais bon, c'est vraiment minime. Pour me démaquiller, je vais prendre des cotons réutilisables. Enfin, ouais, utiliser de plus en plus de choses réutilisables. Un peu en parler aussi, sensibiliser les proches. Non, je vais pas être non, pas du tout. Je pense que c'est le deux. Bien sûr, il ne suffit pas que chacun fait ce qu'il peut parce que je pense que c'est pas ça qui va sauver notre planète. Si on voit les déchets que l'industrie, le bâtiment, etc., fait. Mais bien sûr, je pense que plus que les individus font comme effort, fait pression aussi sur la politique. Mais il faut aussi faire vraiment pression sur la politique. Surtout à la population, car tout vient d'eux, la plupart. Enfin, tout ce qui est danger, etc., dans tout ce qu'on va trouver des déchets, c'est surtout les personnes comme nous. Donc oui, c'est important pour que la population fasse des gestes. Je pense que le fait que tout le monde s'y mette, la population le fasse, ça va avoir un impact, mais c'est aussi au pouvoir public, aux grandes entreprises de faire des efforts. Autant l'individu doit faire le nécessaire pour l'écologie et apporter quelque chose un futur qui dure et qui soit propre, autant tu as les gouvernants et les gouvernances qui doivent faire quelque chose. Ils ont une réflexion sur ce que les gens doivent faire, mais pas sur ce que la gouvernance et ce que le monde doit faire. Disons qu'ils en parlent, mais bon, c'est aussi pour faire des voix, tout ça qu'ils en parlent. Si ce n'est Yannick Jadot depuis le début, voilà, mais après les autres ils s'y raccrochent un peu. Ouais. Non, pour l'instant pas assez. Mais malheureusement, moi, j'ai pas le droit de voter parce que je suis allemande. L'actuelle présidentielle, je dirais qu'il y a très peu de partis du coup qui vont être axés fortement sur l'écologie. On en parle assez peu. Je pense pas suffisante. On en parle beaucoup. Il y a Jadot forcément qui lui prône ça, l'écologie. Mais tous les candidats, de toute façon, ils n'ont plus le choix maintenant vu que c'est un sujet, c'est un enjeu public. Mais je pense que non, on n'en parle pas encore assez. Ces élections-là, oui. Après, voilà, on n'est peut-être pas assez pointu sur le sujet. Quoi. Mais il n'y a aucun candidat qui représente, à part eux-mêmes, ils ne représentent personne en fait. Bah oui, bien sûr, oui, c'est Jadot. Alors voilà, vous l'avez vu, des réactions diverses et variées, avec des personnes qui se sentent plus ou moins concernées. Monsieur Karpouzopoulos, avant que je vous attaque sur les questions politiques, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelles sont vos réactions après ce micro-trottoir? Il n'y a pas de petits gestes. Je suis toujours un petit peu gêné quand j'entends je peux rien faire ou au quotidien je fais ce que je peux mais c'est des petits gestes par rapport à ce qu'il faudrait faire. Moi je dis simplement le geste qui est fait, c'est un geste nécessaire. La jeune fille qui trie ses poubelles et qui fait attention à ce que on ne retrouve pas des plastiques dans la nature. Les mammifères marins vont la choyer parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des détritus qui sont jetés, ou alors qui partent par le vent, tôt ou tard va se retrouver dans l'océan. Et la défragmentation de ces plastiques, moi je les retrouve au quotidien quand on fait des autopsies. On va les retrouver dans des organes de mammifères marins. Et les travaux qu'on est en train de mener avec d'autres spécialistes nous amènent à découvrir des produits plastiques qui rentrent dans la composition du plastique, mais dans le lait maternel. Ce qui fait que si vous avez une femelle qui est en train d'allaiter son petit et qui lui transmet à la longue, qui transmet des polluants organiques, à la longue c'est fini. Donc
Je vais prendre juste ce symbole-là. Il faut faire les gestes, même si on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, il n'y a pas d'épée dans l'eau. Et puis, il faut vraiment comprendre que l'écologie, c'est notre survie. C'est un mot qui en vaut plein d'autres, mais c'est notre survie qui est en jeu. C'est ce que le GIEC ou d'autres spécialistes ont dit il n'y a pas longtemps. On va revenir sur le rapport du GIEC. Voilà, mais c'est très important que les gens s'emparent maintenant de cette question. Parce que c'est notre survie, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Hélène, toi, est-ce que tu ressens justement que dans la jeunesse, à l'approche notamment des présidentielles, est-ce que tu trouves que l'écologie occupe une place plus importante qu'il y a quelques années ? Oui, je pense. Après, c'est difficile à dire parce que moi-même, je m'y intéressais moins il y a quelques années. Mais oui, là, globalement, on voit que tout le monde, et surtout la jeunesse, est très préoccupée. On a vu ça avec les marches pour le climat, etc. Et puis là, les élections qui approchent. Oui, je pense que globalement, oui, la jeunesse se sent plus concernée qu'il y a quelques temps. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais vous emmener un petit peu sur les questions politiques. Est-ce que vous, à titre personnel, sans forcément donner votre opinion politique précise, vous trouvez que Yannick Jadot, de par le parti qu'il représente, à savoir Europe Écologie Les Verts, représente mieux l'écologie que les autres candidats ? Il en parle peut-être plus que les autres. Et un degré moins de Mélenchon, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il a parlé pas mal de choses sur l'environnement. Mais je considère aussi que notre président de la République a commencé par dire aussi que c'était pas un enjeu électoral, c'était quelque chose de tous les jours, et que ça n'appartient pas. Pour moi, ça n'a pas à appartenir ni à un parti politique, ni à une personne. Ça doit appartenir à tout le monde. Et normalement, et logiquement, on devrait entendre de tous les candidats un engagement fort sur la planète. À quoi sert d'avoir des richesses ? À quoi sert d'avoir des biens quand la planète elle est en train d'être détruite, quoi. Et moi, le fondement d'un être humain sur Terre, c'est qu'il puisse vivre avec de l'eau la plus propre possible et un environnement respirable le plus agréable possible. Tout le reste, oui, le prix de la baguette du pain, le prix du litre de carburant, c'est important, mais ça ne doit pas être primordial. Oui, c'est la question écologique qui, à l'heure actuelle, doit primer sur le reste. Oui, et puis j'espère que quel que soit le candidat qui sera retenu pour les 5 ans à venir, on n'enlèvera pas, on ne balayera pas tous les engagements qui ont été signés, notamment de ne pas utiliser du gaz de schiste, ne pas utiliser à n'importe quel prix les énergies, parce que on a décidé de quitter la table de la Russie pour certaines énergies. Donc c'est un petit peu tout ça où moi, puisque vous me parlez en tant qu'individu, j'attends les candidats, non pas qu'ils me parlent d'une réduction de la chasse, oui c'est important pour moi, non pas qu'ils me parlent de savoir comment on va trier nos déchets. Moi ce que j'attends de voir c'est quelle société on va nous construire sur les années à venir, parce qu'il faut mettre en place cette transition écologique, mettre en place ces énergies vertes. Voilà, et c'est vrai que Jadot en a parlé beaucoup, Mélenchon un petit peu, mais j'attends les autres. Alors justement, France Info a mené une enquête pour savoir quel candidat respectait au mieux dans son programme l'accord de Paris. Il en est ressorti qu'aucun candidat n'a été qualifié de très proche, d'avoir un programme très proche de l'accord de Paris, pardon. En revanche, c'est bien sûr Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, comme vous le disiez, qui arrivent à égalité. Ils sont qualifiés comme étant plutôt proches de l'accord de Paris au vu de leur programme. Et puis suivent ensuite Anne Hidalgo, Emmanuel Macron, Fabien Roussel, et puis dit de très éloigné, Éric Zemmour, Philippe Poutou ou encore Valérie Pécresse. Alors le chiffre qui fait mal, c'est le suivant, 5% du temps de parole des candidats depuis le début de la campagne est consacré aux questions climatiques. C'est l'affaire du siècle qui a sorti récemment ce chiffre. J'imagine que c'est un chiffre qui vous touche. Oh que oui, et puis c'est significatif malheureusement
de notre société actuelle, c'est qu'on va se préoccuper de chaque 25 du mois plutôt que de s'occuper de nos poumons et de notre besoin simplement de vivre, c'est-à-dire l'eau, parce que ça sera probablement la future denrée où je n'espère pas qu'on se batte pour simplement y avoir accès. Alors l'eau, justement, les scientifiques en ont parlé très récemment. Les scientifiques du GIEC ont rendu un nouveau rapport il y a quelques temps. Hélène, il me semble que tu l'as décrypté pour nous. Oui, alors je ne sais pas si on peut dire que je l'ai décrypté, mais en tout cas j'ai bien regardé. Donc comme tu l'as dit, donc, c'est le deuxième volet du 6e rapport du GIEC qui est paru le 28 février dernier. Donc j'ai dit le deuxième volet, donc c'est bien parce qu'il y en aura un troisième. Donc en avril 2022, celui-ci sera basé plus sur les solutions à mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ce deuxième rapport, lui, se compose de 2 parties. La première, elle est centrée sur les effets actuels du changement climatique sur les populations et les écosystèmes. Donc là, les experts ont constaté qu'il y avait en 2021 une hausse des températures à plus 1,09 degrés, notamment aussi la réduction de la disponibilité des ressources en eau en Asie, en Afrique et dans les îles particulièrement. Également l'impact sur la santé, on en a un peu parlé tout à l'heure avec le développement de nouvelles maladies. Donc ça, c'est des effets qui sont irrémédiables et c'est pour ça que ce rapport est aussi alarmant. Car même dans l'hypothèse d'une limitation de la hausse des températures à 1,5 degré, comme dans les accords de Paris, ces effets on ne pourra pas revenir en arrière. Ça, c'était pour la première partie. En ce qui concerne la deuxième, elle est basée sur la résilience et l'adaptation possible à mettre en place. Les experts constatent principalement un grand manque de volonté politique, avec surtout le non-respect des engagements pris lors de la COP26, en matière de dédoublement des budgets pour lutter contre le réchauffement climatique. Le point positif, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'un développement résilient au réchauffement climatique est encore possible, mais pour cela, il faudra mettre en place des moyens conséquents dans plusieurs secteurs clés, donc la transition énergétique, la gestion de l'eau ou encore la préservation des milieux naturels. Car pour l'instant, au rythme actuel, on va vers une hausse de plus de 2,7 degrés à la fin du siècle. Les experts du rapport parlent d'une planète en péril. Le président du GIEC a lui déclaré que ce rapport était un terrible avertissement sur les conséquences de l'inaction. Jackie, vous, sur le terrain, est-ce que vous constatez ces changements et si oui, concrètement, comment ça se manifeste ? Alors, comment ça se manifeste ? On voit déjà des animaux qui bougent d'un hémisphère à un autre. On voit des animaux qui, par instinct de survie, n'ont plus le choix, sont obligés de migrer sur des très grandes distances pour simplement se nourrir. L'élévation de température, alors évidemment, quand on met ses pieds en Manche, mer du Nord, on a l'impression qu'elle est toujours aussi froide. Seulement, les organismes vivants, microscopiques qu'on ne voit pas, eux, ils sont en train de migrer eux aussi, et on voit disparaître de la nourriture primaire au profit de choses qui vont vivre dans des milieux ultra dégradés. Ça veut dire que soit l'animal va s'adapter, soit il va devoir partir, soit il va disparaître, tout simplement. Donc, dans les études qu'on mène sur la pathologie des animaux, sur leur santé, on voit apparaître des choses qui sont très inquiétantes, parce que beaucoup d'animaux ont l'estomac vide. Ça veut dire qu'ils ne s'alimentent pas, et ils sont obligés d'aller puiser dans leur carburant. Leur carburant, c'est leur graisse, et quand ils n'ont plus de graisse, ils vont aller taper dans leurs muscles. Ce qui fait que c'est des animaux qui sont complètement squelettiques. Donc oui, je vais utiliser le mot que vous avez employé, catastrophique, mais il y a certaines choses qui sont réversibles, à condition que, oui, politiquement, mais que je crois plus trop à la politique, malheureusement,
Je crois plus à l'action des humains et des gens qui vivent dans des endroits qui voient la fonte des neiges, qui voient l'élévation de l'eau devant chez eux, des gens qui vont devoir partir d'où ils vivent parce qu'ils sont sous l'eau. Je crois plus à ce réveil de la population, de la planète, plutôt que des politiques. Récemment, vous avez parlé tout à l'heure de M. Macron qui a inauguré un séminaire mondial sur la protection des océans. On en a appris quoi dans la presse? On en a lu quoi dans les journaux à grande écoute? Oui, on se donne rendez-vous et on va agir. Mais moi je dis, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Là, on parle de mammifères marins, mais on va parler des poissons, parce que c'est ce qui nous nourrit. Et on voit disparaître des pans complets des ressources et de l'économie qui va avec. Jackie, je vous sens très touché. Oui, parce que quand on voit des grands mammifères marins s'échouer sur des plages, et malheureusement les deux derniers, ils étaient encore vivants. Vous pensez notamment au 11 février 2022, pour ceux qui nous regardent, le 11 février 2022, une baleine d'environ 10 mètres s'est échouée sur les plages de Calais. Et Jackie, vous y étiez avec la CMNF, c'était un moment, j'imagine, douloureux, mais aussi révoltant aussi, non? Oui, parce que le premier événement, c'est une baleine qui est rentrée vivante dans le port de Calais et qui nous a regardés pendant pratiquement une petite demi-heure, et on sait qu'elle est en train d'agonir. On a suffisamment de connaissances pour savoir ce qui est en train de se produire. Et on ne peut rien faire. Et la deuxième, c'est une baleine à bosse, donc l'événement que vous citez. Donc elle était morte depuis quelques jours, mais elle s'est échouée, c'est magnifique, c'est grandiose. Et quand on voit ces grands mammifères-là, ont l'estomac complètement vide, et qu'elles sont en train de migrer et de faire des milliers de kilomètres pour simplement se nourrir, on se dit que pour l'instant ça touche des grands mammifères, mais ça touchera l'homme. Ce qui arrive aux animaux arrivera tôt ou tard à l'homme. Et je pense même que ça arrive déjà à l'homme. Vous connaissez aujourd'hui les circonstances précises du décès de cette baleine qui s'est échouée en février? Oui, les circonstances, elle s'est probablement déjà échouée une première fois vivante. On a des choses sur le corps qui nous permettent d'aller jusque-là. Mais la cause de sa mort, c'est... elle n'avait rien avalé. Elle est morte de faim. Voilà. Et il y a quelques petites choses pathologiques, mais qui ne sont pas suffisantes pour créer la cause de la mort. On voit maintenant, sur Perros-Guirec en Bretagne ou en Normandie la semaine dernière, de nouveau des baleines à bosse. C'est des animaux qu'on ne voyait jamais sur les 10 dernières années, et qui continuent à bouger et devoir remonter sur les côtes du nord, tout au nord, pour se nourrir. Ça, c'est inquiétant, parce que ça veut dire que c'est des animaux qui ne trouvent pas là où elles vivent habituellement, elles ne trouvent pas suffisamment de ressources, et elles sont condamnées à faire des milliers de kilomètres pour simplement se nourrir. En faisant des parallèles, on va voir tôt ou tard des pans entiers de population devoir quitter les endroits où ils vivent et partir sur des endroits où ils veulent vivre. Donc oui, ça me révolte, oui, ça me touche, parce que ce qui arrive à l'animal, ça arrivera à l'homme. Bien sûr, et un chiffre qui d'ailleurs le confirme, en 2018, l'ONU prévoyait déjà 250 millions de réfugiés climatiques pour 2050. Une ultime question pour terminer cette émission, Jackie. Si vous deviez choisir un mot pour qualifier ce rapport du GIEC qu'Hélène nous a décrypté, lequel choisiriez-vous? C'est une question, je sais, difficile, que je vais poser à chaque fin d'émission. Dangereux pour l'homme. Très bien. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère quand même que vous avez entendu l'appel, si on peut l'appeler comme ça, de Jackie Karpouzopoulos. Il n'y a pas de petits gestes pour sauver la planète. Il n'y a pas de petits gestes en faveur de l'écologie. Jackie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un honneur et c'était un plaisir.
C'est moi qui vous remercie. Et en tout cas, continuez, on vous sent touché, on sent que vous aimez aussi ce que vous faites. Et on espère aussi que cette émission va pousser certaines à agir en faveur de la planète. Hélène, que vous aurez l'occasion de retrouver. Hélène, merci beaucoup. De rien. Merci de nous avoir apporté tous ces éléments. Nous, bien entendu, on ne se quitte pas. On est très attentif à vos retours, donc n'hésitez pas à commenter bien sûr cette émission, à liker, à partager. On se dit à bientôt dans une nouvelle émission pour On se dit tout.